Bonjour, aujourd'hui on est avec Monsieur Philippe Boxot, qui est médecin légiste à Liège et qui donne cours à l'Université de Liège. Bonjour, Bonjour. merci d'avoir accepté notre Alors, interview. c'est avec plaisir. J'ai envie de vous demander, pour commencer, quels sont les aspects de votre métier et qu'est-ce qui vous passionne? Le métier, c'est d'aller à la recherche de la vérité. Et donc, la vérité sur base d'un cadavre qui se trouve dans une pièce, qui se trouve là où il est, et d'arriver à le faire parler pour la dernière fois. Donc, aller rechercher tous les éléments qui vont être mettre en évidence. Un, pour voir de quoi il est mort, s'ils ne sont pas tous morts de meurtre. Il y en a qui meurent de mort naturelle, d'autres de suicide, d'autres d'accident. Tout ça, c'est important à mettre en évidence. Il ne s'agit pas non plus de déterminer qu'il y a un meurtre et d'amener quelqu'un en prison alors qu'il n'y a aucun lieu qu'il y soit. Ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est d'arriver à déterminer à quel moment il est mort, donc le moment du décès. Ça, c'est vraiment les deux choses qu'on nous demande, quand la personne est morte et comment elle est morte. Et c'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'amuse, c'est ça que j'aime bien faire. Et vous étiez déjà passionné pendant votre enfance? Ah non, pas du tout. J'ai découvert la médecine légale parce que je faisais, c'est une longue histoire, je faisais de la recherche en anatomie. C'est-à-dire qu'il y a un muscle dans le dos qui s'appelle le grand dorsal, et on avait trouvé, c'est un chirurgien qui a trouvé ça, qu'il y a moyen de prendre des morceaux du muscle sans que ça gêne la personne, pour les mettre ailleurs, pour, tu sais, quand tu as des amputations partielles de membres, des muscles qui ont disparu, des masses musculaires qui ont fondu, pour reconstituer la masse et pour rendre un aspect esthétique agréable. C'est ça l'idée. Et donc, on faisait, nous, des tests sur les muscles pour voir comment ils étaient vascularisés, etc. Et on injectait dans les artères des substances radiopaques. Bon, tout ça pour expliquer que j'avais besoin d'un appareil de radio. Mhm. Il n'y en avait pas là où je travaillais, mais il y en avait un ici, en médecine légale. Et donc, je venais en médecine légale. Et un jour, je suis tombé sur une autopsie. Ça m'a plu. Le prof m'a proposé de faire un mois de stage. J'ai vraiment adoré ce mois de stage. D'ailleurs, j'en ai fait un deuxième. Et puis, au bout de ces mois, il m'a proposé une place en médecine légale. Et voilà. Mais donc, je n'avais vraiment pas pensé à ça au départ. J'étais très, très loin de ça. Et vous parlez d'autopsie, c'est quoi les étapes clés d'une autopsie? D'abord, il faut faire un examen du corps, tel qu'il est, sur place. Ensuite, c'est au laboratoire d'intervenir et de faire des prélèvements sur le corps pour voir s'il y a des microtraces, donc des éléments qui vont nous permettre peut-être de découvrir qui serait l'auteur si c'est un meurtre. Ensuite, on va le déshabiller, on va l'examiner sur les deux faces, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, face antérieure, face postérieure. On relève toutes les lésions. Et puis une fois qu'on a toutes les lésions, on les interprète. On ne fait pas l'inverse. Mhm. On ne se demande pas, tiens, est-ce qu'il y a un coup de feu, est-ce qu'il y a un coup de couteau, est-ce qu'il a été étranglé, est-ce que... Rien. On relève les lésions et puis on fait l'interprétation. Et quand il y a lieu, c'est pas dans tous les cas, on passe à l'autopsie. Et l'autopsie, c'est, tu as le corps qui est posé sur la table, toujours de la même manière, face antérieure couchée, donc tu as le dos qui est apparent. On fait une grande coupure qui va depuis la base du cou jusqu'à la pointe des fesses et puis qui descend sur les deux jambes jusqu'aux chevilles. On décolle la peau, donc on voit les plans musculaires profonds. On incise tous les muscles pour voir Et s'il y a vous des faites ça lésions. pour chaque autopsie? Toutes, toujours. On cherche des lésions. Mhm. Des lésions qui seraient présentes dans la profondeur des muscles et qu'on n'aurait pas encore vues en surface, qui n'aurait pas eu le temps, avant que la personne ne meure, d'être suffisamment hémorragique pour apparaître en surface. Et puis, on coupe la tête, enfin la peau de la tête, depuis l'oreille à l'autre, en passant par le sommet du crâne, et on récline la peau de part et d'autre. À ce moment-là, tu vois l'os qui apparaît, l'os crânien. On Mhm. prend une scie à plâtre, on coupe la boîte crânienne, on retire la boîte crânienne, tu as le cerveau qui est évident, on retire le cerveau, on l'examine, on le remet en place, on referme. On referme le dos avec des points de suture, et puis on retourne le corps et on l'ouvre depuis là jusqu'au pubis et d'une épaule à l'autre. On ouvre tout, on sort tous les organes, on regarde absolument tout. Et vous faites combien d'autopsies par mois? Par mois, attends, on en fait 89 par an, il suffit de diviser. Et depuis que vous avez commencé le métier, est-ce qu'il y a des avancées récentes dans la médecine légale? Dans la médecine légale, non. Dans la criminalistique, oui. Donc la criminalistique, c'est l'ensemble des sciences et des techniques, donc c'est de la biologie, de la physique, de la chimie, de tout, qui concourent à élucider un crime. Il y a deux questions principales. Un, qui a commis les faits? Deux, comment a-t-il fait? C'est ça la criminalistique. Et la médecine légale, c'est une partie de la criminalistique. Alors les découvertes les plus récentes dans cette matière, c'est l'ADN. C'est l'ADN, c'est en 87 à peu près que on s'est rendu compte que l'ADN permettait d'identifier quelqu'un. Et donc en 87, c'est un monsieur qui s'appelle Alec Jeffries qui a mis ça au point. C'était en Angleterre.
Et puis, on s'est rendu compte dans le monde entier que c'était un truc qui était mais vraiment génial, parce que à partir d'une goutte de sang, il en fallait un peu plus à l'époque. Aujourd'hui, une micro-gouttelette, on a l'auteur. À l'époque, il fallait une tache. Bon, avec, tu sais, la science se développe, hein. Au fur et à mesure qu'elle s'est développée, ben, il nous faut de moins en moins. Mais à l'époque, il fallait vraiment une tâche. Mais à partir de cette tâche, on arrivait à identifier quelqu'un. C'était juste une révolution. La révolution précédente, elle est beaucoup plus ancienne. C'est 1870, quand on a découvert que les empreintes digitales étaient spécifiques à chacun et permettaient d'identifier quelqu'un pourvu qu'il les ait laissées sur la scène de crime. Donc, on n'a pas tous les ans des avancées. On n'a pas tous les ans. Au XIXe siècle, il y en a eu deux, les empreintes digitales et la photographie. Et puis, il y a, au XXe siècle, la découverte de l'ADN comme matière à identification. Et puis, au cours du temps, tu as autre chose qui s'est développée. C'est la toxicologie médico-légale. Au fur et à mesure du temps, on a vu qu'on arrivait à découvrir de plus en plus de substances grâce à des techniques essentiellement de chromatographie, donc de chimie analytique. Ça, c'est vraiment été une révolution. Et la chimie analytique développée comme ça, c'est plutôt 1940. Donc voilà, ça n'arrive pas tout le temps. En moyenne, 2 fois par siècle, on trouve quelque chose d'intéressant pour nous. C'est pas en médecine légale, c'est en criminalistique, mais la médecine légale fait partie de la criminalistique. Et les autopsies, ça existe depuis quand? Depuis qu'on autorise à les faire. Pendant très longtemps, et pratiquement tout le Moyen-Âge, on n'a pas pu en faire. Il y avait un interdit de l'Église. L'Église autorisait qu'on autopsie les condamnés à mort, qui avaient été tués évidemment un pas avant, et c'était un peu comme une deuxième sentence, tu vois. Ils étaient condamnés à mort, c'était une sentence, et bien la deuxième, c'est qu'ils allaient être autopsiés. Et elle autorisait aussi, et ça c'était à Bologne, à Montpellier, dans les grandes universités qui sont les toutes premières, on autorisait à autopsier un corps par an, mais selon la technique et la méthode de Galien. C'était des autopsies qui n'étaient pas des autopsies comme on fait aujourd'hui. Il a fallu du temps, beaucoup de temps, pour qu'on les autorise. Mais par exemple, tous les rois de France, au moins depuis Henri II, sans doute avant, ont tous été autopsiés. Sauf Louis XV, parce qu'il était trop pourri, et sauf Louis XVI, parce que tout le monde savait, il est mort en public. On l'a vu décapité, on n'avait pas l'autopsie. Donc, tu vois, il y a eu une avancée progressivement dans le temps, et puis là maintenant, c'est devenu un moyen de preuve, et je dirais que depuis même avant la Première Guerre mondiale, on pratique des autopsies. Ouais. Quand vous faites une autopsie, vous demandez l'autorisation à la famille? Non, la famille n'a rien à dire. Le corps est saisi par la justice. Il est traité comme une pièce à conviction. Et donc, cette pièce à conviction, comme toutes les pièces à conviction, appartiennent à la justice. C'est la justice qui décide ce qu'elle en fait, personne d'autre. Et vous faites une autopsie juste aux personnes qui ont été... Je fais une autopsie dès que le magistrat me le demande. Alors, c'est eux qui décident, pas moi. Ça veut dire qu'on va en faire chaque fois qu'il y a un meurtre, forcément, ça c'est obligatoire. On va en faire aussi quand il y a un soupçon de meurtre. C'est obligatoire aussi. Mais il y a plein d'autres cas, on n'en fait pas. Une mort naturelle, on ne va pas l'autopsier. Un pendu pour lequel, bah voilà, c'est un pendu, on n'imagine pas que quelqu'un a pu intervenir, on ne va pas le faire non plus. Il faut vraiment qu'il y ait des éléments dans l'enquête qui nous disent c'est suspect. Et si la famille le demande? On ne le fait pas, c'est pas nous. Si la famille, moi je peux travailler que pour les tribunaux. Je suis expert judiciaire, donc je ne peux travailler que pour les tribunaux. Si la famille le demande, elle peut le demander et se constituer partie civile dans les mains d'un juge d'instruction, par exemple, pour obtenir l'autopsie. Il est possible qu'elle l'ait, c'est pas automatique, mais il est possible qu'elle l'ait. Sinon, ce sont des anatomopathologistes qui vont faire l'autopsie. Et eux cherchent plutôt des causes de mort naturelles que des causes de mort violentes. Mais ils sont capables, dans certains cas en tout cas, de découvrir une mort violente. Ils n'ont pas les mêmes réflexes que nous, ils ne font pas d'examen extérieur, tu vois, c'est différent, mais ils peuvent faire une autopsie. Et une autopsie, ça dure plus ou moins combien de temps? 2h30. Ça peut durer plus longtemps? Ah oui, oui. 2h30, c'est la moyenne, mais plus longtemps, si le gars a ramassé une trentaine de coups de feu, il faut décrire chacun. Et c'est une catastrophe, parce que tu as les orifices d'entrée, tu as les orifices de sortie, et il faut essayer de faire correspondre chaque orifice d'entrée avec un orifice de sortie. Alors tu as parfois, quand il y en a beaucoup, une entrée qui peut avoir plusieurs sorties. Il faut tout décrire. Donc, ça prend un temps fou. Et depuis que vous faites votre métier, vous avez découvert quelque chose de surprenant pour vous? Tout est surprenant souvent. Hein. T'as des gens qui, tu crois qu'ils se sont suicidés, tu découvres qu'ils ont été tués. T'as un type, je l'ai autopsié, j'ai découvert qu'il est mort parce qu'il avalait une fourchette, que la fourchette a traversé son œsophage, est restée coincée dans l'œsophage, elle a traversé tout l'œsophage, elle a touché l'aorte, elle a traversé l'aorte, le sang a coulé dans l'estomac, il a vomi du sang, il est mort exsangue. Ça, c'était plutôt surprenant, ouais. J'ai découvert aussi un type qui s'était poussé une boule de neige dans l'anus, tu vois.
Et cette boule de neige était restée coincée, elle avait déchiré l'anus, il était mort de péritonite, mais il n'avait jamais osé aller à l'hôpital parce qu'il était très gêné de ce qu'il avait fait. Et comment on peut avaler une fourchette? C'est une fourchette de friterie. Ah. C'est une fourchette à boulet, pas à frites. Les fourchettes à frites, elles sont petites, les fourchettes à boulet sont plus grandes, sont généralement blanches. Elle était cassée, la fourchette, il avait avalé la partie fourchette, pas la partie manche. Voilà. Et malheureusement, bah, quand tu avales, tu as un premier rétrécissement de l'œsophage à l'entrée, c'est ce qui fait qu'on est obligé d'avaler, c'est pour ouvrir l'œsophage. Et puis tu as un deuxième rétrécissement, c'est quand tu as l'œsophage qui passe comme ça, tu as l'aorte qui passe ici, l'aorte appuie sur l'œsophage, et donc il est forcément un petit peu rétréci. Quand on mange normalement, ça va, mais un truc piquant au premier rétrécissement, il cale, il s'est calé carrément, et puis au fur et à mesure que l'œsophage s'est contracté, quand le type avalait, quand le type mangeait, je suis pas sûr qu'il y arrivait bien, parce qu'une fourchette qui cale là-bas, ça devait pas bien passer, ou alors de la semoule ou de la soupe, ou quand il avalait un liquide, ben, au fur et à mesure, la fourchette est rentrée. Et elle est rentrée, on sait qu'elle a mis 9 jours pour pénétrer l'aorte. Et vous écrivez des livres, qu'allez-vous en lire sur vos livres? Quel Vos livres? Je fais des livres, c'est par hasard. J'avais fait un... C'est des histoires vraies? Oui, toujours. J'avais fait... Oui, parce que je suis incapable d'inventer. Ouais. J'avais fait un podcast pour la RTBF où j'avais raconté 3 histoires de médecine légale. Il m'a demandé de m'habiller en costume d'autopsie, etc. C'était pas mal. C'était vraiment pas mal comme podcast. Il a eu 10 millions de vues. Donc, les gens de RTBF étaient particulièrement contents. Forcément, c'est un truc qui a très très bien marché. Mais là, tu as un éditeur de livre, Dimitri Kennes, qui a vu ça et qui s'est dit, il y a un moyen de faire quelque chose s'il racontait des histoires par écrit. Il m'a contacté, je lui ai dit que je ne savais pas écrire, je sais écrire des rapports médico-légaux, mais tu sais, c'est des PV de police, quoi. Et j'ai pas de style, en tout cas pas que je sache. Et il m'a dit, ben, essayez quand même avec 2 histoires, puis on va voir. J'ai raconté 2 histoires. Ils ont un comité de lecture là-bas qui les a relus, qui m'a fait plein de remarques sur la façon de rédiger. J'ai jamais fait. Je me suis conformé à leurs remarques, j'ai réécrit les 2 chapitres tels qu'ils me les proposaient. Et ils m'ont dit, ça c'est bon, est-ce que vous êtes capable d'écrire un livre? J'ai plein d'anecdotes que je raconte à mes étudiants, je peux faire un livre avec des anecdotes que je raconte avec mes étudiants. On a fait ça. Il a sorti 2000 exemplaires, en me disant, ben voilà, si on en vend 2000, c'est bien. Et en me disant, ce qui serait chouette, c'est d'arriver à 5000, parce qu'à 5000 exemplaires, en Belgique, c'est un best-seller. Hein? Quelqu'un qui vend 5000 bouquins, c'est un best-seller. En 4 mois, on était à 5000 exemplaires, et aujourd'hui, on est à 30 000. Donc ça a pris une ampleur vraiment phénoménale qui n'était pas attendue du tout, ni par lui, ni par moi. Quand il a vu ça, il m'a dit, écoute, on t'en écrira bien un deuxième, mais cette fois-ci, tu pourrais peut-être faire un truc où on raconterait d'histoires de meurtre. Je suis descendu dans ma cave, ça fait 30 ans que je suis là, hein. 32 ans, 33 ans, j'ai été chercher le plus vieux dossier que j'avais, d'autopsie, je les ai regardés, j'en ai sorti 20, j'en ai choisi 15, et j'ai raconté 15 histoires. Alors, tout ce qui est médico-légal est vrai. L'histoire, je ne me souviens pas toujours, donc l'histoire est un peu romancée, et les noms des gens sont changés. Les noms que tu as là, c'est les noms de tous mes potes. Alors, ils tuent leurs femmes, ou c'est mes filles, mes enfants, quoi. C'est des gens que je connais, que j'ai mis dans mes livres. Voilà. Et parfois, je raconte même leur vraie histoire à eux, en introduction, et puis je laisse aller l'histoire. Voilà. Et vous avez un nouveau livre qui va sortir? Ouais. Et je dois l'écrire, je ferai ça au mois de mars. Pour écrire un bouquin, il me faut 3 semaines. J'écris grosso modo une histoire par jour, tu vois. Et bah voilà, j'ai bloqué 3 semaines en mars, comme j'ai fait pour le deuxième bouquin. J'ai bloqué 3 semaines en mars 23. Il est sorti en juin 23. Celui-ci, je l'écris maintenant, enfin en mars. Il va sortir, il pourrait sortir en juin, mais l'éditeur préfère qu'il sorte à la fin du mois d'août, donc ce sera à la fin du mois d'août. Et vous avez fait autre chose que médecin légiste? Je suis médecin expert judiciaire. Ça consiste en Ça veut dire que je fais des expertises toujours à la demande de la justice. Je vois des gens qui ont eu des accidents, qui ont été agressés, etc., pour évaluer les séquelles qu'ils ont, pour qu'ils puissent être indemnisés. Ça, c'est l'expertise. Alors, je suis président du conseil d'administration au CHU de Liège. Hein. C'est encore un autre métier, c'est encore un autre job, ça. Et puis voilà, c'est tout. C'est pas mal. Vous avez quelque chose à rajouter? Ah, pas spécialement. Mais si tu as encore des questions. Moi, j'en ai plus. Tu en as, toi?
Moi, je me demandais, c'est quoi la chose vraiment plus horrible, la chose qui t'a le plus choqué, en fait. Il n'y a rien qui me choque, moi. Faut déjà... Non. Ce qui est choquant, c'est pas choquant, c'est triste, c'est les meurtres d'enfance quand tu dois autopsier un gosse. Ah ouais? Il n'y a personne qui rigole, hein. C'est une salle d'autopsie qui est froide. Voilà, la salle d'autopsie, c'est pas fait pour être chaud, hein. Mais c'est encore plus que d'habitude. D'habitude, en salle d'autopsie, tu es là avec des policiers, avec des magistrats, des gens que tu connais, parce qu'à Liège, c'est un gros village, hein. Donc, depuis 30 ans, tu penses que je les connais. Résultat, ben, en salle d'autopsie, on se raconte notre vie, les nouvelles, on se raconte même des blagues. Jamais sur le cadavre, hein. Jamais. Le cadavre, s'il y a toujours un profond respect, ça c'est interdit. Tu te fous de la gueule du cadavre, avec moi, t'es dehors. Donc, c'est hors de question. Mais on s'amuse, quoi. On est entre nous. Mais quand c'est les enfants, t'as pas un mot, hein. T'as personne qui moufte, et tout le monde se réjouit que ça se termine. Ça arrive souvent? Les enfants, non, heureusement. Mm. Heureusement. Et vous les ouvrez de la même façon que les adultes? Oui, c'est pareil, c'est la même technique. Quand ce sont des petits enfants, donc en dessous de 6-7 ans, j'autopsie avec une dame qui est anatomopathologiste et qui est spécialisée dans les pathologies fétales, c'est-à-dire dans les malformations, quoi, pour être sûr que la cause du décès ne soit pas due à une malformation. Tu vois? C'est ça, j'ai pas la compétence. Donc, un truc très important qu'il faut bien avoir en tête quand tu fais n'importe quoi d'ailleurs dans ta vie, c'est connaître tes limites et savoir qu'il y a des choses que je ne sais pas, mais que d'autres savent. Et il faut être capable d'aller chercher les autres pour leur demander de t'aider. C'est la clé d'un bon travail. Et vous êtes toujours accompagné en autopsie? Toujours, on est à deux. On est à deux, et moi je suis prof, et eux c'est mes assistants, hein, forcément, mais on est au même niveau. Parce que, comment dire ça? Je peux me tromper. Je peux me fourvoyer, aller dans une idée qui est complètement fausse. Il faut qu'il puisse me dire, même si c'est un assistant, Philippe, tu te plantes. Moi, je pense que. Et donc, on a une discussion qui est une discussion scientifique à chaque fois, pour conclure le rapport, pour conclure la question qu'on nous pose, de quoi est-il mort? On a une discussion scientifique systématique. Je refuse de travailler autrement. Et ça vous arrive qu'on vous appelle et qu'on vous dise il y a une autopsie à faire? Mmh. Même la nuit? Quand c'est un meurtre clair, on nous appelle et on dit tout de suite, écoute, voilà, c'est un meurtre, il faudra autopsier, on le sait. Et de temps en temps, on nous appelle, on dit, écoute, ne t'inquiète pas, c'est un suicide, ça va aller vite. Et puis tu te rends compte que c'est un meurtre et ça va pas vite. C'est à ce moment-là que tu déclenches tout le processus judiciaire. C'est une autre question. Et tu as posé la question à un ami. C'est ça que tu as dit tout à l'heure. On autopsie jamais, on ne voit jamais les gens qu'on connaît. Jamais. Parce qu'on doit être neutre. Et quand tu as affaire à un corps de quelqu'un que tu connais, tu ne peux pas dire que tu sois franchement neutre. Et en plus, émotionnellement, c'est pas bon pour toi. Et si tu as trop d'émotions, ton travail risque d'être mal fait. Donc, quand c'est quelqu'un qu'on connaît, on ne peut pas le faire. Les médecins ne peuvent même pas opérer quelqu'un qu'ils connaissent? C'est pas recommandé. Je sais qu'il y en a qui le font, ou qui soignent des membres de leur famille, mais c'est chacun son rôle, quoi. Avec un médecin, bah, tu as ton médecin, il te soigne. Moi, je suis médecin, je suis capable de poser un diagnostic. Par contre, je suis plus capable de soigner parce que en 30 ans que je n'ai plus prescrit de médicaments, je les connais plus. Donc, j'ai prescrit un jour, pour être gentil, des médicaments à mes parents. Ma mère est allée à la pharmacie, le pharmacien lui dit, écoutez, ce médicament-là, il n'existe plus depuis 15 ans. Donc, tu peux plus soigner. Tu ne fais bien que ce que tu fais d'habitude. Donc, je soigne plus. La question ne se pose pas. Mais je recommande aux confrères et aux consoeurs médecins de ne pas soigner les gens de leur famille. La relation thérapeutique nécessite une certaine distance. Or, dans une famille, cette distance n'existe pas. Donc, c'est une mauvaise relation thérapeutique, à mon sens. Tu sais, j'ai des gens, j'ai toujours des copains, une famille de médecins, et il faut opérer le papa. Tu as le frère qui est anapathe, tu as un frère qui est chirurgien, c'est le frère chirurgien qui opère papa. Et le frère anapathe est là. C'est un des rares cas où ils ont oublié une compresse à l'intérieur de l'abdomen. Hein. Ça lui était jamais arrivé à ce chirurgien-là. Cette fois-là, il a oublié. Il était émotionnellement touché. Il était émotionnellement touché. Tu rentres quand même dans le bide de ton père, quoi. C'est pas... Tu fais pas ça tous les jours. J'avais une question, ça peut paraître un peu bête, hein, mais
pense qu'on s'est tous dit un jour, ah, moi j'aimerais bien tuer cette personne-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a une façon de tuer quelqu'un pour que jamais on se Ah fasse oui, oui, bien sûr, il y prendre? en a. Je ne te les dirai pas, mais il y en a plein. Enfin, il y en a plein, il y en Oui, a. je ne veux pas Il y en tuer a. quelqu'un, mais Il y c'est. a un type qu'on n'a jamais coincé, comme ça. Je suis sûr qu'il a tué un autre bonhomme, et on en est absolument certain. On n'a plus le corps, on n'a jamais trouvé le corps. Mais je le raconte dans un de mes bouquins, je ne sais pas lequel, sur les lieux où les faits se sont déroulés, je vois qu'il manque une carpette, qu'il y a des projections de sang au mur, qu'il manque un chandelier, l'impression d'en tuer deux. Hein. C'est le colonel Moutard qui a tué le bonhomme dans la bibliothèque, le chandelier. Mais c'est vraiment ça. Et mon idée, c'était, il tue le bonhomme avec le chandelier, il le roule dans la carpette, il s'en débarrasse quelque part. Visiblement, il l'a enterré, parce qu'on l'a jamais retrouvé. Et un soir de Guindaille, j'étais avec son avocat, et l'avocat m'a expliqué que j'avais raison. C'est bien ce qui s'était passé. Vous ne pouvez pas prouver, C'est indémontrable. parce que c'est vraiment. T'as pas le corps. Donc vous pensez vraiment que c'est possible, quoi. Ah oui, c'est faisable. Maintenant, il faut y arriver. Ouais. J'en connais pas beaucoup qui ont réussi. Hein. Souvent, on commet une erreur, on commet une faute, il y a un truc qui merde, tu t'es fait voir, enfin, il y a quelque chose, quoi. Mais objectivement, on peut dire qu'il y a moyen de commettre ce qu'on appelle un crime parfait. J'avais une autre question qui n'a rien à voir du tout. Mais du coup, je me suis un peu renseignée, j'ai été voir ce que les gens disaient par rapport à ça. Et il y a des gens qui pensent que en étant médecin légiste, on peut être hanté ou des choses comme ça. Est-ce que vous croyez, par exemple, au paranormal ou à une Non, pas du vie tout. une- Je suis un mec hyper rationaliste avec les deux pieds, mais c'est pas sur Terre. Ils sont carrément greffés dans la Terre, quoi. Non, c'est la couille. En boîte, franchement, je n'ai jamais vu un cadavre qui me revenait. J'ai jamais rêvé d'un cadavre non plus, d'ailleurs. Il n'y a jamais un qui m'ait parlé. J'en ai un qui s'est réveillé parce qu'il n'était pas mort. Voilà. Ça arrive. Vous avez réagi comment? Ça m'a emmerdé parce qu'il a fallu le réanimer déjà. Il a fallu faire venir le SMUR, enfin tout ce qui est SAMU, tu vois. Ils l'ont récupéré pendant 3 jours, il a encore vécu, il n'a jamais récupéré conscience. Mais pendant 3 jours, il a encore vécu, puis ils me l'ont ramené pour que je termine mon boulot. Mais ça arrive, c'est le genre de truc qui arrive. Mais un mort-vivant, un fantôme, une voix qui te parle, non, jamais. Ça fait 30 ans que je vois des cadavres, jamais une fois c'est arrivé, ça n'arrivera pas, ça n'existe pas. Et vous n'aviez pas peur un peu au début, je sais pas? Non, Jamais? non, 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 je peux pas. Moi, j'ai une difficulté de croire. Je ne sais pas croire, je ne suis pas croyant. Je ne dis pas que Dieu n'existe pas, je dis que je suis incapable d'y croire. Donc je suis incapable de croire en quelque chose que je ne vois pas, que je ne connais pas, que je n'expérimente pas. Et donc, les fantômes et tous ces machins-là, c'est pas de l'expérience scientifique. Ils ont essayé, hein, quelques-uns, de faire croire que c'est de la science, mais c'est juste de la foutaise. Et donc, c'est juste pas vrai. C'est tout. Mais j'aimerais bien un jour qu'il y ait un fantôme qui vienne me dire bonjour. Hein. Ah non, ça me fait pas peur du tout, ça me ferait même plaisir. Et qu'on puisse causer. Mais voilà, je l'attends toujours. J'avais pas d'autres questions. Ah, moi non plus. Voilà, nous arrivons à la fin. Merci à Monsieur Philippe Boxo d'avoir accepté notre demande d'interview. Avec plaisir.